Monsieur, bonsoir. Quelle place du pharmacien dans la refonte du système de santé au Maroc? C'est la question d'actualité dans cet épisode, maintenant que le dialogue est réamorcé entre les représentants de la profession et le ministère de la Santé. Arrêt donc ce soir sur le cahier revendicatif des pharmaciens, avec quelques priorités. Le projet de loi 98-18 relatif au Conseil de l'ordre des pharmaciens, le respect du circuit des médicaments et la part médicaments. On parle bien sûr des médicaments destinés à l'usage des humains, mais aussi pour les médicaments vétérinaires. Le respect du monopole pharmaceutique fait aussi partie des priorités de ce cahier revendicatif, sans oublier cette question épineuse du respect du monopole pharmaceutique et celle aussi du droit de substitution. Alors, on ne peut pas bien sûr parler de toutes ces questions sans évoquer cet écosystème dans sa globalité, un écosystème qui serait capable de s'adapter et d'adopter les changements et donc cette refonte de tout un système de santé. Notamment la promulgation de ce projet de loi 98-18 relatif à la régionalisation des conseils de l'ordre des pharmaciens. Et là, beaucoup de points restent à débattre. Et en parlant d'organisation, que dire des instances représentatives des pharmaciens et de représentativité dans les institutions telles que la future agence du médicament? Et enfin, il y a l'élément déclencheur de la grève nationale des pharmaciens observée le 13 avril dernier. Il s'agit de la rémunération de la profession, ce qui devrait induire aussi de parler, on va en parler ce soir, c'est sûr, des conditions des installations des officines et autres prérequis pour exercer en bonne et due forme cette profession mettant le patient au cœur des priorités. Pour le débat de ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Madame Sadia Moutaoukil, vice-présidente de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. Bonsoir Sadia Moutaoukil. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous de l'avoir accepté et de répondre à nos questions. Et en face, un expert en affaires pharmaceutiques, c'est Abdelhakim Zalim. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi de l'accepter. Et se joint à nous depuis Casablanca par Skype, Abdelmajid Belaish, analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir Siblaïch. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre encore une fois à notre invitation et à nos questions. Alors, Madame Moutaoukil, la crise est-elle dépassée après cette réunion tenue le 15 avril entre les pharmaciens et la tutelle? Bon, on ne peut pas dire que la crise est dépassée tant qu'il n'y a pas de résultats concrets. Mais il y a un petit soulagement étant donné que le dialogue a commencé avec le ministère de la Santé. Donc, comme vous le savez, il y a eu 2 réunions, une avant la grève du 13 avril et une après, donc c'était samedi dernier. Mais celle de samedi après la grève était plus concluante que celle avant la grève. Oui, certainement. Il y a eu une réactivité déjà, que ça soit fait un samedi. Et les représentants des 4 centrales syndicales ont pu souligner les points revendicatifs urgents à mettre en place et puis un planning éventuellement pour le reste, mais à condition qu'on respecte un échéancier très limité, sinon la grève, elle n'est que suspendue. Elle n'est que suspendue voilà. et il risque d'y avoir une seconde grève de 48 heures si l'échéancier ou si les revendications ne sont pas respectées. Voilà. 48 heures, c'était prévu au mois de mai. Pour le moment, c'est suspendu. Oui. Et éventuellement, une autre grève ouverte en cas de non-aboutissement à des solutions concrètes en faveur de la sauvegarde de l'économie de l'officine. Alors, Madame Moutaoukil, pourquoi, si on revenait peut-être déjà sur l'origine de cette grève, est-ce que c'est relatif juste à ces chiffres par rapport à la rémunération ou ça a été l'élément déclencheur par rapport à d'autres revendications qui pendaient depuis un peu plus de temps que la publication de ce rapport de la Cour des comptes? Exactement, c'est la goutte, comme l'ont dit plusieurs confrères et consoeurs, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Déjà que le dossier revendicatif depuis l'époque Louardi n'a pas abouti. Il y avait des semblants de discussions pour avoir des accords, des commissions qui ont été faites lors de l'ex-ministre Anas Doukali pour calmer un petit peu les pharmaciens parce qu'il y a eu un sit-in et une grève. Et bien sûr, pour noyer le problème, on crée des commissions. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de confiance entre les pharmaciens et le ministère de tutelle. Parce que même les résolutions de ces commissions
n'ont pas abouti et qui devaient être mises en place en fin 2019. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Avec l'actuel ministre, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'avancement. Et donc, après, il y a eu le fameux rapport de la Cour des comptes, plus un acharnement médiatique contre la profession à cause d'une mauvaise interprétation de ce rapport et à cause des insuffisances aussi, voulues ou pas, de ce rapport, qui a vraiment induit tout le monde en erreur et qui a jeté en pâture toute une profession qui est au service de la population depuis le premier texte de loi sur la pharmacie en 1913. Donc voilà. Bon. OK. Bien sûr, nous allons revenir à ce volet rémunération des pharmaciens. Nous allons en parler en détail. Justement, c'est la première question. On est dans le diagnostic. Professeur Zalim. Alors, on parle d'un état des lieux, on parle d'un diagnostic de la profession. Si on parlait de ce qui marchait, et là, on voit un peu ce qui ne marche pas, mais est-ce qu'il y a des choses qui marchent quand même dans cette profession aujourd'hui qui permettent peut-être d'avoir une bonne base pour s'atteler à ce qui ne marche pas via ce cahier revendicatif? Non, c'est ce qu'a dit Sadia. Je vais encore dire d'une autre manière. C'est que le secteur, je parle spécialement le secteur des pharmaciens d'officine, il a été délaissé, ça fait plus d'une vingtaine d'années. D'accord? Donc, et les problèmes s'aggravent, s'accumulent, et on est arrivé à une situation qui est intenable, une situation catastrophique sur tous les plans, premièrement. Deuxièmement, c'est que chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui vient et qui est en train de mettre les choses en marche, d'accord, il n'y a pas la continuité, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est qu'il y a une rupture radicale entre le ministère de tutelle et le secteur des pharmaciens d'officine. Ce qui se voit, c'est que moi, j'ai rien. Ce que je vois, c'est le rapport de l'accord des comptes, il est sorti en bon temps. Pourquoi? Parce que moi, je pense que les gens qui ont donné les informations à l'accord des comptes, ils n'ont pas donné les informations d'une manière bien étudiée. Bien étudiée dans quel sens? Dans le sens qu'ils ont donné des informations et qui ont donné des interprétations qui ont mis le secteur en ébullition. Vous dites, c'est qui ces gens? Le ministère de la Santé. Parce que normalement, qui va donner les informations à l'accord des comptes? Qui réglemente les prix? Qui fixe les prix? Qui fait toutes les études? C'est le ministère de la Santé, ce n'est pas autre chose. Donc, lorsque tu donnes un décret qu'on sait que dès le départ, il a été mal fait. Le décret de la fixation de prix de 2014, il a été mal fait. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle internationale, on a 3 manières de fixer le prix d'un médicament. Soit la fixation, comme se fait en Inde, c'est l'État qui fixe le prix. Soit les négociations, c'est le système européen. Soit le système de benchmark d'autres pays anglo-saxons et tout ça. Et le commun, le benchmark, c'est le prix fabricant hors taxe. OK. Le prix fabricant hors taxe, c'est le commun, ce qui permet la comparaison. Et même dans le rapport des comptes, ils ont dit que le choix des pays des benchmarks n'a pas été bien étudié dans le rapport de l'accord des comptes. Donc, automatiquement, lorsque je prends le prix fabricant hors taxe, j'ajoute les taxes, la marge grossiste et la marge d'officine, il y a le PPV. Et le PPV, c'est le prix officiel. Donc, et le prix officiel, c'est sur la base, il y a la marge et le pharmacien d'officine. Donc, la marge et le pharmacien d'officine, lorsque vous allez dans une pharmacie d'officine, vous achetez le prix du médicament avec un PPV. Oui. D'accord? Non pas avec le PPH. Donc, c'est le premier point. Lorsque vous achetez avec le PPV, vous avez 4 marges sur le PPV. La première tranche, c'est 33,93. La deuxième tranche, c'est 29,76, 300 dirhams, 400 dirhams. Donc, automatiquement, le pharmacien, il est rémunéré sur une marge, sur la base, il y a le PPV, et non pas sur le prix fabricant hors taxe. Ce n'est pas 57%, ce n'est pas 47%, c'est 33,93 et 29,76, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on compare les marges, lorsqu'on fait une comparaison à l'échelle internationale des marges, donc il faut voir le système, comment ça fonctionne avec les pays avec lesquels on se compare.
Lorsqu'on compare avec les pays européens, le pharmacien n'est pas rémunéré à la marge. Il est rémunéré hors taxe. Il est rémunéré à la rémunération d'un certain nombre d'actes. Donc, c'est-à-dire, vous prenez la même ordonnance, et vous allez aller dans une pharmacie au Maroc et dans des autres pharmacies dans le pays de benchmark, vous allez trouver que ce qui est la rémunération de l'ordonnance du pharmacien d'officine au Maroc, il est à la plus basse. Pourquoi? Parce qu'en France, vous êtes rémunéré sur la marge, plus un forfait par boîte qui est de 0,53 €, plus les rémunérations sur la dispensation. Donc automatiquement, la marge dans ce trio-là, si je prends par exemple la France, ça dépasse la marge dans cette rémunération, ça ne dépasse pas 26% ou 30%. Donc vous voyez, donc, on fait une comparaison et on donne des chiffres et on donne des interprétations qui ne sont pas bien étudiées dès le départ. D'accord? D'accord. Bon, cela ne répond pas à ma question de ce qui va dans Non, rien n'y va. Rien n'y va dans la proposition. C'était ce que je voulais entendre. Rien n'y va. Si je peux juste rebondir sur ce qui va, la question. Oui. Ce qui va pour le patient, pas pour le pharmacien, c'est que c'est l'espace de santé le plus proche du citoyen. Ouais. C'est l'espace. On est à combien de pharmacies aujourd'hui au Maroc? On est à 12 350 pharmacies. Rien qu'au niveau du Sud, c'est 6 500 pharmacies. Alors quand on voit, donc c'est bien, donc c'est proche, c'est 12 350 pharmacies. Ces 12 350 pharmacies, c'est pour une consommation de médicaments qui 12 milliards de dirhams. 12 milliards de dirhams. Ce qui fait 1 million, un chiffre d'affaires moyen d'1 million de dirhams au Maroc, 1,7 milliard en France. 1,5 milliard au Portugal. Ouais. Donc, quand on veut comparer, on compare aussi ce qui est comparable. Ouais. Donnez-nous un chiffre moyen au Maroc uniquement d'1 milliard de centimes, pas 1,7 milliard, pas 1,4 milliard comme au Portugal, et laissez-nous que 10%. On sera content. Parce que sur 1 million de dirhams, nous n'avons que 8, dans les meilleurs cas de bonne gestion, 10% de marge nette. Sachant que 80% des pharmacies au Maroc font entre 500 000 dirhams et 2 millions de dirhams. Je vous laisse calculer les 8% ou 10%. Même sur 2 millions de dirhams, 10% c'est, 200 000. Dans les meilleurs des cas, c'est 200 000 dirhams. Est-ce que c'est des honoraires décents pour un bac plus 6, pour un cadre? N'oubliez pas aussi, moi j'exerce par exemple depuis 30 ans au Maroc. Si j'ai commencé par 20 000 dirhams d'honoraires de marge nette par mois, là, je risque de me retrouver avec peut-être 500 dirhams, voire zéro, avec ce que voulait faire le gouvernement actuel. Alors que dans d'autres pays, on cherche à améliorer les conditions économiques des officines pour les préserver. Vous savez qu'en France, ils commencent à souffrir maintenant du désert pharmaceutique, parce qu'il y a une pharmacie sur 5 qui ferme. Pourquoi ? Parce que les charges sont très lourdes. Même les pharmacies qui font moins d'1 milliard de centimes en France ferment. Au Maroc, nous avons des pharmaciens qui agonisent, qui ont 500 000 dans le milieu rural, partout où normalement on doit les soutenir. L'État doit intervenir, que ce soit pour les aider dans la création. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vont arriver aussi. Nous avons 2000 peut-être, 22 000, pardon, 22 000 étudiants à l'étranger. Où est-ce qu'ils vont travailler? 22 000 futurs pharmaciens. Où est-ce qu'ils vont travailler? Mais est-ce qu'il n'y a pas une surpopulation? Il n'y a pas de mesure. Est-ce qu'il n'y a pas une saturation? Voilà, merci, je retrouve mes mots. Il n'y a pas une saturation du marché aujourd'hui Il y a une saturation et l'État n'intervient nulle part. Elle n'intervient pas dans les installations pour réguler. L'État n'intervient pas pour protéger le pharmacien contre les promoteurs. Un local qui coûte 1 500 dirhams jusqu'à 15 000 dirhams le mètre carré, pour un pharmacien, il coûte jusqu'à 50 000, voire 100 000 dirhams le mètre carré. Mais parce qu'on voit les pharmaciens riches comme Crésus. Maintenant, c'est ce cliché qu'on a du pharmacien. Voilà. C'est un cliché et les promoteurs, ils vous disent, on vous vend une pharmacie. La pharmacie, c'est un fonds de commerce avant tout. Donc, c'est pas. Absolument. Donc, ils ne nous protègent pas. Ils ne nous protègent pas aussi
en régulant le nombre, c'est-à-dire le numerus clausus, ces 22 000 pharmaciens, ça sera des victimes parce que leurs parents ont investi à l'étranger de l'argent. Ils ont investi moralement et physiquement dans leurs enfants. Et au lieu que l'État intervienne pour les orienter vers d'autres branches, ils les ont laissés faire pharmacie, ils vont se retrouver au chômage, en proie aussi aux promoteurs et à toute forme de spéculation. Abdelmjid Belaiche, une réaction par rapport à ces sujets qui ont été donc déjà traités par mes deux chers intervenants sur le plateau. Une réaction, je sais certainement que vous avez peut-être un complément d'information sur ce qui a été développé. Oui. Oui, absolument. Alors, je ne suis pas pharmacien, mais j'ai été le témoin d'une dégradation. Je suis rentré dans le secteur pharmaceutique en 82. Donc, sur une quarantaine d'années, j'ai été le témoin d'une dégradation progressive et un effritement progressif. Et quand j'ai commencé en 82, il y avait des pharmaciens qui faisaient plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Il y en avait un peu partout au Maroc, à Oujda, un peu partout à Rachidia, etc. Aujourd'hui, le nombre des pharmacies qui peuvent dépasser les 10 millions de dirhams se compte sur le bout des doigts d'une main. La plupart des pharmacies sont aux alentours de 1 million de dirhams de chiffre d'affaires. Je dis bien de chiffre d'affaires et non pas de bénéfice. Sur le bénéfice, c'est 30%, mais sur le bénéfice net, c'est 8 à 10%. C'est vous dire que le pharmacien se trouve aujourd'hui à gagner 100 000 dirhams par an, c'est rien du tout. Alors, bien sûr, les facteurs sont objectifs. C'est qu'il y a un problème de départ d'un certain nombre de produits de santé qui ont quitté la pharmacie. Les produits vétérinaires, les dispositifs médicaux qui se vendent partout. Alors que là, il y a un chiffre d'affaires très important. Mais qui se vendent partout parce qu'il n'y a pas la loi ou parce que la loi n'est pas respectée? Non-respect de la loi. Parce que aujourd'hui, il faut faire une loi qui dit que certains produits, dispositifs médicaux stériles implantables ne peuvent être vendus qu'en pharmacie. Pour éviter. Aujourd'hui, vous pouvez trouver une prothèse de la hanche qui se vend dans une boutique X, etc. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas la traçabilité, on ne sait pas d'où arrivent ces produits, puisqu'ils ne respectent pas le circuit, parce que ce respect du circuit de commercialisation officielle, il est fondamental. Or, il y a beaucoup de produits qui sont en dehors. Il y a en plus le phénomène de la contrebande qui fait introduire un certain nombre de produits. Vous avez le fameux corticoïde Derdek qui se vend un peu partout. Vous avez parlé des prothèses Siblaïch. Il y a aussi le fait que certains hôpitaux publics travaillent exclusivement, je parle en connaissance de cause, avec certaines, ce que vous appelez boutiques de ces dispositifs médicaux. C'est comme un marché en fait de gré à gré entre le médecin, professeur, chirurgien, admettons, et cette boutique-là. Donc là, il y a une autre facette aussi un peu sombre de pratiques douteuses. Alors moi, je vais encore aller plus loin. Ce n'est pas des marchés de gré à gré. C'est un médecin dont la femme a ouvert une boutique à côté de parades de produits et qui va renvoyer les gens vers cette boutique-là. Si jamais il apporte le même produit chez quelqu'un d'autre, on lui dit non, il n'est pas bon, etc. C'est un certain nombre de pratiques et d'installations qui sont malheureusement installées au fil des temps et c'est autant de manque à gagner pour l'officine. Donc il y a tous ces facteurs qui sont accumulés. Aujourd'hui, les cliniques normalement ne doivent disposer que de produits hospitaliers, pas d'autres produits courants, etc. Il faut passer par la pharmacie, le circuit officiel, laboratoire, grossiste, pharmacie. Ce n'est pas respecté, ça pose beaucoup de problèmes, aussi bien pour le patient que pour le pharmacie. Donc aujourd'hui, il faut aller, faire en sorte que ce circuit de commercialisation pharmaceutique soit totalement verrouillé, et donc combattre. On sait où se vendent les médicaments à Derbrellef, un peu partout. Il faut aller et s'attaquer à ça. Il faut que les autorités, police, gendarmerie, douane, s'attaquent à ce phénomène parce que d'abord, il représente un danger pour le patient. On ne sait pas d'où viennent ces médicaments. Est-ce qu'ils sont
Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ne présentent pas de problème? Alors que acheter en pharmacie, c'est la garantie que la pharmacie n'a acheté que chez le grossiste ou chez le laboratoire. Et ça, c'est un point présent. Donc, il y a eu cette dégradation. Il y a eu le phénomène des installations de nouveaux pharmaciens qui n'a jamais été régulé. Et moi, j'avais calculé en 2010 déjà que, alors que le marché évoluait de manière linéaire, les installations pharmaceutiques évoluaient d'une manière exponentielle. Oui. Et ça a explosé. Vous dites, est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour les 22 000 étudiants qui vont arriver demain? Certainement pas. Il faut réguler les officines par le numerus clausus, 1, et 2. Il faut orienter ces pharmaciens vers d'autres filières où ils sont utiles du fait de leur formation. Contrôle des eaux, contrôle des denrées alimentaires, pharmacie industrielle. Il y a énormément de filières vers lesquelles on peut les orienter, où ils pourront vivre. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est criminel de laisser s'installer des jeunes pharmaciens qui croient un rêve, ils s'installent, ils prennent de gros crédits, et ils impliquent leurs parents dans le financement, et du jour au lendemain, ils se trouvent avec une pharmacie où ils n'arrivent même pas à faire 200 dirhams de chiffre d'affaires. Après, ils finissent par fermer, ils se retrouvent avec de grosses dettes pour eux et pour leur famille. Et quelques pharmacies, si elles résistent, c'est par perfusion de la famille qui continue à donner de l'argent de poche aux pharmacies. Donc il y a énormément de problèmes. Il y a aussi un peu de chaos. On sait que tout le monde ne respecte pas les horaires d'ouverture. C'est un gros problème et ça ne peut pas continuer. Est-ce que, Siblaïch, là, en parlant d'horaires d'ouverture, et là ma question elle est ouverte à vous tous et à Madame Moutaoukil en particulier, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui deux écoles? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une génération, est-ce que ce n'est pas un problème générationnel au sein de la profession? C'est-à-dire une génération qui milite et qui veut travailler 12, 13, 14 heures non-stop, H24, si même, voilà, et une autre génération qui dit qu'il faut respecter les horaires d'ouverture et que ça peut porter préjudice à certaines pharmacies, notamment de garde. Non, c'est le problème, c'est que question... à Madame Moutaoukil, ouais, mais allez-y. Oui, c'est question d'organisation et c'est question légale. La loi 1704 qui réglemente l'exercice de la pharmacie, c'est une loi qui dit qu'il y a des heures de garde et d'ouverture et de fermeture, ainsi que les gardes de nuit, de jour et tout ça. C'est réglementé. Donc, il faut respecter la réglementation, premièrement. Deuxièmement, tu ne peux pas laisser des pharmaciens travailler 24 heures sur 24 parce qu'il y a des employés là-bas. Il y a des employés, il y a beaucoup de gens qui travaillent. On ne peut pas laisser... Parce que si on libère les heures de garde des fermetures, ça va être l'anarchie. Pourquoi? L'anarchie dans le sens que vous avez dans une pharmacie un personnel. D'accord? Vous avez un personnel dans lequel il faut respecter le droit de travail. Non, mais après, on a des shifts, on a des roulements. Non, et effectivement, ça, c'est comme n'importe quel. Bien sûr, en respectant le droit du travail et les 8 heures vous avez 44 heures de travail par semaine. Oui. Je ne pense pas que le contexte actuel, les pharmaciens qui dépassent, qui sont. Moi, Sadia va me corriger. Les gens qui ne respectent pas les heures d'ouverture et de fermeture, ce ne sont pas la majorité, c'est une minorité. C'est une minorité qui est hors, comme on dit, hors système, qui ne veut pas respecter les heures d'ouverture et de fermeture et de garde, parce qu'ils sont bien placés, ils veulent avoir accaparé le chiffre d'autres pharmacies, parce qu'il y a des pharmacies qui font un très bon chiffre, les gardes. Donc il faut oublier ça. Donc toute la semaine, ils ne font rien. Oui, peut-être c'est une question d'organisation, comme vous le disiez au début, c'est-à-dire organiser la profession, elle est organisée, et le fait d'organiser que vous avez des arrêtés provinciaux, préfectoraux, des gouvernements qui fixent. Donc, on a une fixation, on a un système qui marche très bien. Donc pour vous, le système qui marche très bien maintenant, il ne doit pas être changé. C'est-à-dire qu'il doit rester comme tel. Oui, alors l'ouverture 24 heures sur 24, bien sûr, elle ne peut pas être acceptée. Oui, je suis allée jusqu'au bout de... Déjà, dans l'extrême. Sur le plan logistique et économique, c'est ingérable, parce que toutes les pharmacies ne peuvent pas payer deux équipes de roulement. La présence aussi du pharmacien obligatoire, il va falloir qu'il paye. Elle est obligatoire, mais est-ce qu'elle est appliquée?
Oui. Mais, pour la majorité des cas. Sinon, vous pouvez demander au ministère de la Santé les rapports d'inspection. Et l'inspection, la loi, elle dit que le pharmacien doit être présent. Être présent. Maintenant, si Zalim est ex-inspecteur au ministère de la Santé, le ministère de la Santé doit faire son travail et bien sûr prendre les mesures qui s'imposent envers ceux qui ne le font pas. Alors, si vous permettez, il y a aussi le problème qui se pose, c'est que la majorité des médecins spécialistes travaillent dans les cliniques le matin. Ils arrivent au cabinet vers 11h, vers midi. C'est là où se pose aussi le problème, c'est que les ordonnances commencent à sortir vers 13h. Et c'est l'argument des pharmaciens qui veulent une flexibilité par rapport aux horaires. Ça, c'est pas un problème, ça peut être discuté au niveau de la profession, mais 24 heures ou ouverture libre, ça c'est impossible. Donc, si vous permettez, on revient au sujet le plus important qui a déclenché aussi la grève, c'est le rapport, parce que Césalim a souligné l'interprétation des marges qui a été faute, et il a souligné pour chaque tranche la marge brute. Et il ne faut pas oublier aussi, il y a d'autres erreurs. C'est que si on prend le modèle français, nous avons une marge qui commence par 10% et non pas 7,5%, comme c'est le cas dans le rapport des comptes. La marge la plus faible, cette marge augmente. Et il y a aussi, comme j'ai dit, le chiffre d'affaires global qui permet quand même une baisse de marge. Et il y a plus que 80% du revenu mensuel du pharmacien qui ne vient pas de la marge sur la vente. Et elle vient de la dispensation elle-même. Donc, sur chaque produit vendu en France, le pharmacien touche 1,20 €, c'est-à-dire 11 dirhams. Sur chaque ordonnance, il touche en plus 17 dirhams. 17 dirhams. Quand la dispensation est assurée, le jour de garde, c'est 66 dirhams, plus un forfait d'indemnité du pharmacien qui peut aller jusqu'à 200 €, c'est-à-dire 2000 dirhams. Oui. Vous voyez un petit peu? Et pour le suivi des malades chroniques et les entretiens pharmaceutiques, pour chaque malade diabétique, hypertendu, anticoagulant, asthmatique ou autre, parce que maintenant on travaille dans une politique sous les directives et les recommandations de l'OMS, c'est la prise en charge du patient par rapport aux soins. Il est centré sur le patient. Donc, la prise en charge pour améliorer l'adhésion au traitement, dans l'observance, parce que c'est un problème mondial. Substituer des médicaments aussi. Un malade chronique le droit sur de substitution deux. aussi. Non, oui, j'y viens. La gestion des effets indésirables, c'est source d'hospitalisation. Si on prend par exemple les anticoagulants, les problèmes d'hémorragie. Donc tout ça, c'est rémunéré au niveau de l'officine, et toutes les études au Québec, en Belgique, en Australie, en France, en Suisse, en Angleterre, ont prouvé avec des chiffres à l'appui que quand un malade chronique est suivi au niveau de l'officine, il y a amélioration de l'adhésion au traitement, amélioration de la qualité de vie, parce qu'il n'y a plus de complications de sa maladie. Il y a aussi d'énormes économies faites par les caisses grâce au rôle du pharmacien, et c'est rémunéré. Donc, quand on voit le revenu global, en France, c'est 11 dirhams par ordonnance, un plus. C'est 17 dirhams, 11 dirhams par produit. En Belgique, c'est 53 dirhams par produit. Si vous avez une ordonnance de 100 dirhams avec 2 produits, vous avez la marge, plus 53 dirhams, plus à peu près 80 dirhams de plus. En dehors du système de garde, ça va encore plus. Donc, en tout, le pharmacien belge gagne 140 fois ce que gagne le Marocain, parce que le Marocain, il ne prend que la marge sur le médicament, et 80 fois au niveau en France, 80 fois ce que gagne le Marocain. Le pharmacien marocain. Donc, quand on veut comparer... C'est la taille de marché aussi. Il faut comparer... C'est relatif à la taille de marché, parce que si on compare les deux marchés, effectivement, oui, mais on compare, le marché français n'est pas celui du Maroc. Il ne faut pas comparer la marge, il faut comparer le revenu de chaque pharmacien. En effet. Parce que là, quand on compare que la marge, bien sûr, quand on voit 10% ou bien 7% au Portugal, on se dit, oh, c'est trop au Maroc. Non. Il y a d'autres revenus pour compenser, pour assurer la survie. L'idée est claire. J'aimerais vraiment qu'on passe à la question des droits de substitution. Il y a encore une erreur très grave au niveau du rapport des
comptes. Vous n'allez pas sur le rapport de la Cour des comptes. Non, parce que c'est ce qui a causé la polémique. Et ça peut quand même nous aider à réfléchir comment sauver la pharmacie en officine. Parce que l'erreur qui a été faite au Portugal, vous avez une marge qui a été citée, qui est variable, qui dépend du PFHT, qui a été comparée au Maroc. C'est vrai qu'elle paraît très faible, mais il y a en plus une marge fixe qui augmente par palier. Ça n'a pas été cité. Donc il y a une erreur très grave au niveau des comparaisons. Là, je reviens à ce qu'a dit Zélim. La Cour des comptes n'a pas eu les bons interlocuteurs. Ouais. Elle n'a pas consulté les pharmaciens dans cette réflexion. C'est pour ça que vous demandez dans votre cahier revendicatif à ce que les pharmaciens soient consultés, même par exemple pour l'agence du médicament qui va être créée ou d'autres instances publiques. Tout à fait. Droit de substitution. Droit de substitution. Alors, dans tous les pays, le droit de substitution, on n'en parle plus depuis des années, depuis presque 30 ans. Oui. Au Maroc, ça bloque encore. L'ex-ministre Louardi a voulu pousser dans ce sens. À un moment, il a été bloqué parce qu'il y a eu tout un lobby qui a bloqué cette démarche. Ça, c'est la vérité du terrain à l'époque. On parle du lobby médical, de médecins, peut-être. Pas que. OK. Voilà. Donc, qui a bloqué, qui a même été voir le chef du gouvernement pour lui dire c'est un danger pour la population, les pharmaciens vont tuer tous les citoyens, alors que le pharmacien, c'est le spécialiste du médicament. Et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont consulter directement le pharmacien sans passer par la case médecin parce que ça coûte cher. C'est l'espace le plus consulté et c'est l'espace qu'il faut exploiter pour améliorer l'efficacité de première ligne. Oui. Parce qu'on n'est pas dans un combat entre professionnels, on doit être dans une complémentarité. Parce qu'un malade qui va être dépisté à temps et qui va exposer ses symptômes à temps au pharmacien, il sera orienté à temps vers son médecin. Et son médecin va l'orienter pour les analyses, pour la radiologie, et ça sera une prise en charge précoce. Par exemple, un diabétique qui s'ignore être diabétique. Grâce au pharmacien ou au dépistage, il peut être orienté à temps vers son médecin. Il peut être pris en charge sans faire de complications. Des prédiabétiques, la même chose. On peut généraliser pour toutes les maladies. Donc, il y a un problème très grave. Le droit de substitution bloque sous prétexte que le médecin doit être maître de son ordonnance. Ben oui, je veux bien. Mais le médecin il prescrit une DCI, pas un nom commercial. Oui. Parce qu'il s'agit de DCI. C'est la même molécule. C'est la même forme thérapeutique. C'est la même biodisponibilité. Donc, où est le problème? À partir du moment où un générique a eu l'AMM au Maroc, c'est qu'il a fait ses preuves. La preuve en est, depuis des années, les hôpitaux publics, si Zélim peut le confirmer en tant qu'ex-cadre du ministère de la Santé, se font pour 80% ou plus que des génériques. Alors pourquoi maintenant, quand il s'agit du marché privé, pire encore, le remboursement se fait sur la base du générique le plus proche, quand il existe. Et il se fait à 70%. Alors, si j'ai un générique un précepte de 200 dirhams prescrit par le médecin, le malade ne peut pas débourser pour payer son ordonnance, ne peut pas l'avoir. Par contre, il y a un générique à 50 dirhams. On ne peut pas lui donner parce qu'on n'a pas le droit de subsidier, parce que si on le fait, l'assurance va refuser de le rembourser. Ce n'est pas le même médicament prescrit par le patient. Et dans son remboursement, l'assurance, les caisses, je veux dire à l'AMO, remboursent à la base de 70%. En général, du générique, 70% de 50 dirhams, donc 35 dirhams sur 200 dirhams. Qui c'est qui supporte le plus? Et on nous dit que c'est pour résoudre le problème de l'accès aux médicaments. Ça ne va jamais se résoudre avec ce raisonnement. On nous dit l'État qui va payer, en fait. Non, ce n'est pas l'État. L'État les caisses ne paient que 35 dirhams. Ce sont les caisses. Et sur les 200 dirhams, le patient, il paie 165 dirhams. Quelle couverture? De quelle couverture il s'agit? Et on nous dit qu'avec la généralisation de la couverture du médicament, leur volume de vente va augmenter. Mais avec ce système de remboursement, ce ne sera jamais le cas. Ce sera toujours à la charge du patient, la plus grosse partie. Et c'est pareil même pour tout ce qui est examen. Une nuit de réa coûte 5 000 dirhams minimum dans une clinique. Et le remboursement, c'est 1 500 dirhams. D'accord? Mais ça, c'est sur le tarif de référence. Tarif de référence, ok, c'est sur 1 500 dirhams. Oui. Le reste, il est à la charge du patient. Et on nous sort à chaque fois 34% du budget de remboursement va aux médicaments. Ben, c'est parce qu'on ne rembourse pas assez les autres soins. Exact. Ouais. Parce qu'on ne rembourse pas. Donc c'est normal que la marge médicament soit plus haute.
Dans d'autres pays, on rembourse même quand la clinique est loin du patient, le déplacement et l'hébergement à l'hôtel. Donc la marge du médicament baisse encore dans le système de remboursement. Ouais. Vous avez 80% vous avez 50% jusqu'à 51 à peu près d'après le rapport de la CNOPS et la CNP, jusqu'à 51% de taux de remboursement du budget de remboursement des caisses, il va aux ALD maladies chroniques. D'accord ? Et sur les 50%, 80%, elle est constituée par les soins dialyse, médicaments autres, viennent 27%. En deuxième lieu, vous avez les anticancéreux, après l'HTA et diabète. Ouais. Et cette population ne représente que 2 millions, d'accord, de personnes. Donc les 2 millions de personnes bouffent 80% du budget qui va aux maladies chroniques. C'est là où doit y avoir une réflexion. La réflexion aussi pour sauver le système de santé, c'est de réfléchir sur les T3 et T4. Ça doit être des accords commerciaux, ça doit être des accords entre les pays, des accords internationaux. Ça ne doit pas être figé par un décret pour avoir la baisse des prix. Puisque vous parlez le cas de l'Égypte, on parle toujours de un antiviral qui coûte 800 dirhams et qui coûte beaucoup plus ici. Ben, c'est parce que la pandémie, les taux élevés d'hépatite C ont fait que le laboratoire l'a cédé à 1% de son prix. L'accord COVAX, il a permis de donner aux Africains la possibilité pauvres de se faire vacciner grâce justement à ces accords internationaux qui permettent l'accès à ce genre de... C'est une réflexion aussi à faire sur les T3 et T4 pour revoir les marches, surtout pour les maladies qui coûtent, surtout par exemple aussi pour les antiviraux chez nous. Donc il y a des réflexions à faire pour que les caisses fassent des économies. Il y a des réflexions à faire, substitution, limitation, droit de substitution. Dans d'autres pays, on parle de substitution thérapeutique. On n'est même pas dans la substitution générique, ça c'est le b.a.-ba. Thérapeutique, ça veut dire que le médecin, que le pharmacien... Dans la même classe thérapeutique. Au Canada dans la même classe thérapeutique. Pas la même molécule, mais la même classe thérapeutique. Alors, le projet de loi 98-18, bientôt adopté, cela fait partie des revendications. Il y a beaucoup d'amendements, professeur Zalim. Lesquels et pourquoi? Non, c'est très simple. C'est que lorsqu'on a voulu organiser la profession, il n'y a pas eu une concertation avec la profession. C'est-à-dire, le ministre, il avait beaucoup de projets. Ça, on va parler. Il y avait beaucoup de projets. Mais le jour où on a finalisé un projet, il n'y avait pas une concertation avec la profession pour bien éclaircir les choses. Il y avait 2 ou 3 points qui étaient en suspension. Il n'y avait pas de concertation. Et le ministre, il a amené le texte au Parlement pour qu'il soit voté. À ce moment-là, la profession a dit on n'était pas concerté. Et il y a des points qui sont toujours en suspension. C'est quand même grave qu'on ne concerte pas les premiers concernés sur un projet de loi qui organise leur propre profession dans son ensemble, à savoir donc les conseils nationaux et régionaux de la profession. Vous voulez réussir une politique de santé sans impliquer un secteur qui est le plus important. Le pharmacien d'officine, vous le savez, c'est le premier point d'accès au système de soins. Lorsqu'il y a un patient qui est malade, il ne va jamais dans un centre de santé ou dans un hôpital, il va consulter en premier la pharmacie d'officine. D'accord ? Et c'est lui qui l'oriente et on fait beaucoup de choses, une prise de tension à titre indicatif, une glycémie, on fait tout pour savoir est-ce qu'il a besoin de se référer, c'est un spécialiste. D'accord ? Donc, le problème, c'est un secteur qui joue un rôle très important sur le plan social, économique et sanitaire. Il a besoin d'être organisé parce que le système avec lequel on fonctionne, il date de 1976. Donc, ça ne marche pas. Donc, il fallait organiser un système. Il faut un conseil de l'ordre qui doit être régional parce qu'au Maroc, chaque région il a ses spécificités, premièrement. Deuxièmement, il faut donner plein de prérogatives à ce conseil de l'ordre pour qu'il joue plein son rôle en matière de formation, en matière de discipline, en matière de représentativité de la profession dans différentes instances. Moi, je vois anormal que le pharmacien d'officine, à travers le conseil de l'ordre, n'est pas représenté à l'agence du médicament dans le conseil d'administration. Donc, vous allez faire des politiques du médicament en absence d'un acteur qui est essentiel.
vous avez... Elle n'a pas encore été créée, cette agence. Elle était créée, mais dans le conseil d'administration, il n'y a pas. Je donne l'exemple de la haute autorité de la santé. C'est la pièce maîtresse si vous voulez sauver votre système de financement de l'assurance maladie. C'est-à-dire, il a parlé. Dans tous les pays du monde, on a réglé le problème le prix des médicaments. Comment il l'a réglé? On ne discute plus le problème le prix des médicaments, est-ce qu'il est cher ou pas. Pourquoi? Parce que les pays ils ont compris que vous voulez sauvegarder la situation financière des caisses. Premièrement, vous allez augmenter l'accès aux soins aux patients. C'est très simple. On fixe, on négocie. C'est-à-dire, le laboratoire vient, il y a une commission, il vient avec des études pharmaco-économiques, tout ça. Ils lui disent, voilà, vous voulez que vos produits soient remboursés, voilà le prix qu'on vous propose. C'est pour essayer de maîtriser les dépenses. Ça, c'est un élément essentiel. Okay. Donc, lorsque vous allez à un secteur qui est très important, qui n'est pas présent dans des instances comme l'Agence du médicament, comme la Haute Autorité de la Santé, qui n'est pas concerté dans les projets de texte de loi, comment vous voulez avancer? Donc ce projet de texte de loi, pour vous, réglera une partie. Une partie. Parce que il faut savoir que la priorité des pharmaciens, il y a l'organisation, il y a le volet organisationnel. Oui. Ils ont besoin d'un conseil de l'ordre fort. Et en parlant d'organisation, est-ce que c'est déjà organisé au sein? Est-ce qu'il y a concertation au sein même de la profession? Non, la profession... Parce qu'il faut dire que la polémique sur les rémunérations et sur les horaires d'ouverture, etc., a montré aussi plusieurs courants qui ne sont pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les revendications. Maintenant, ils sont sur la même longueur d'onde. Après la grève, tout le monde est sur la même longueur d'onde. D'accord. Donc ça c'est sûr. Vous confirmez ça? Je confirme. Oui, je confirme. Très bien. Donc, il faut qu'on soit clair. On a une part de responsabilité entre le professionnel et le pouvoir public. D'accord? C'est vrai, à l'intérieur, il y avait des courants différents, mais maintenant, on a un seul courant et qu'ils sont tous d'accord sur le premier point, le problème, il y a le Conseil de l'ordre. Donc, il faut qu'on organise un secteur parce qu'il va être l'interlocuteur avec le pouvoir public. Premièrement, ça, c'est essentiel. Deuxièmement, il y a le volet économique. Troisièmement, il y a le volet juridique. Alors, sur le juridique, ce que vous proposez, j'ai votre cahier revendicatif sous les yeux, vous proposez d'élargir le champ. Alors, un cadre adapté aux évolutions qu'a connu le secteur ces dernières années, je pense que la loi s'y attelle. Oui. Le respect du cadre réglementaire actuel. Oui. Sur quel point? Le point, c'est très sensible. Je vous explique. C'est les circuits? Le circuit légal. Le circuit légal, c'est... Je vais vous dire une chose très importante. Pourquoi vous parlez du vétérinaire? Il y a un point... Là, c'est très simple, Laissez-moi expliquer qui est le perdant dans le non-respect du circuit légal les médicaments et les produits pharmaceutiques. Ce n'est pas le pharmacien d'office. C'est l'État. Premièrement, c'est le patient. Parce que, je vous donne l'exemple des médicaments vétérinaires. Les médicaments vétérinaires, une fois la loi a été promulguée, la loi il est dit clair que le vétérinaire, il a besoin des médicaments pour faire son acte, d'accord, qu'il doit s'approvisionner auprès d'une pharmacie d'officine. Il n'a pas le droit de tenir une pharmacie d'officine ouverte. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez administrer à un animal, je dis à une vache ou n'importe quel médicament, il y a ce qu'on appelle le temps de l'attente. Donc il ne faut pas l'abattre et le consommer avant. Donc automatiquement, lorsqu'il y a une ordonnance qui est rédigée que le pharmacien délivre, donc il y a une traçabilité. Donc automatiquement, le jour où vous allez délivrer, le vétérinaire va inscrire le jour de l'administration et automatiquement, l'animal ne peut pas être utilisé à la consommation humaine tant que ce délai ne passe pas. Pourquoi? Pour éviter beaucoup de choses, parce que la transmission dans la chaîne. Donc, la réglementation, l'État, il est perdant. Pourquoi? Tu sais que l'État, actuellement, il perd des milliards en matière de fiscalisation. Je m'explique. Je m'explique. Tous les produits qui passent dans le circuit pharmaceutique, je parle médicaments humains, vétérinaires, les produits cosmétiques, les compléments alimentaires, les dispositifs, les cosmétiques sont facturés. Donc, le pharmacien d'officine, en matière de fiscalité, est le seul qui est discipliné. On ne fait pas de noir, on ne demande pas des chèques de garantie, on perd énormément de l'argent dans les crédits, on ne demande pas des chèques de garantie, on ne fait pas le noir et on paye les impôts.
Le circuit parallèle, lorsque... Quand vous dites circuit parallèle, c'est qui? C'est D'accord. circuit parallèle. Attends, Est-ce qu'il y a des professionnels de circuit parallèle? Oui, il y a deux types de circuits parallèles. Il y a le circuit parallèle, le circuit des cliniques et le circuit des vétérinaires. Pourquoi? Vous allez dans une clinique, vous êtes hospitalisé dans une clinique, donc en quittant la clinique, il y a deux factures. Il y a la facture de l'acte, il y a la facture du médicament. D'accord? Alors que le médicament, ils font partie de l'acte. Donc, vous ne devez pas payer une facture. Une fois que vous payez une facture, normalement, la clinique doit verser à l'État la TVA et les bénéfices qu'ils font sur le médicament, chose qu'ils ne font pas. La même chose, le vétérinaire. Ah, pourquoi la clinique, elle fait un bénéfice sur le médicament? C'est- Parce qu'elle fait office de officine. 5%, Il fait c'est office- écrit noir sur blanc sur le décret. 5%, plafonné à 400 dirhams. Oui. Plus les unités gratuites offertes par les labos, ils arrivent même jusqu'à dépasser 30% C'est la raison de pour marge. laquelle nous, on dit... 30% de marge. Ah oui, c'est la raison. Ils dépasse les dépassent avec 10%, les oui, unités Ça- gratuites. C'est-à-dire qu'on Nous, dit on a que 400 dirhams. lorsque ça va revenir dans le circuit légal du pharmacien, l'État va gagner sur le plan fiscalité, des milliards et des milliards qu'ils sont en train de perdre caisses aussi. sur les médicaments humains, vétérinaires et les produits de santé, dispositifs cosmétiques, compléments alimentaires. Et normalement, le patient va gagner. Pourquoi? Parce que le seul endroit dans lequel on garantit la qualité, la sécurité et l'usage rationnel de ces produits, c'est la pharmacie d'officine, ce n'est pas ailleurs. En voyant chaque jour dans les médias que les forces de l'ordre, ils ont démantelé des usines de fabrication des produits clandestins, on ne sait pas qui les fabrique, dans l'illégalité, ils ne payent pas les impôts. Même les distributeurs. Les distributeurs autant. Donc c'est grave. On met la santé des citoyens marocains en danger. C'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut respecter la loi. En respectant la loi, respecte le circuit pharmaceutique légal. Oui. Avant de faire réagir Oui. Sybille Aïchoui, Madame Moutsoukri, vous aviez quelque chose à rajouter? juste pour, je rebondis sur l'usage rationnel des médicaments. Alors, si les caisses, parce que là, on est à l'aube de la généralisation de la couverture médicale et on est en train d'étudier les moyens. Malheureusement, le porte-parole du gouvernement, la seule niche qu'il avait pour résoudre ce problème, c'est la baisse des prix du médicament et de la marge des pharmaciens. Il l'a déclaré ouvertement. Donc, dans d'autres pays, on essaie de sauver l'officine. Ici, on essaie de la condamner. Donc, l'usage rationnel. Quand le prescripteur a dissocié le prescripteur des dispensateurs, c'est pas pour rien. C'est pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que quand je suis dans une clinique, l'être humain n'est pas sain, n'est pas un sacro-saint. Donc, quand j'ai des marchés en milliards, des unités gratuites, la prescription, est-ce qu'elle est toujours justifiée? Je me pose la question. Je ne dis pas que les médecins ont une mauvaise foi, mais l'erreur est humaine. Quand le prescripteur ne dispense pas, il doit aussi respecter les protocoles thérapeutiques. Il doit y avoir des protocoles thérapeutiques pour rationaliser l'usage des médicaments. La maîtrise des dépenses. Voilà, la maîtrise des dépenses aussi. Alors, on peut donner l'exemple de l'Actemra en réa. À un moment, avec la crise Covid et la folie qu'il y a eu autour, ça a été prescrit à droite et à gauche, et c'était parfois non justifié, et c'est un produit coûteux. Donc, s'il y avait des protocoles thérapeutiques adaptés, je crois ça, c'est pour ne citer qu'un exemple. Donc, l'usage rationnel, c'est de respecter aussi le circuit, comme l'a dit Céline, que ce soit au niveau des médicaments vétérinaires, des dispositifs médicaux aussi, médico-stériles. C'est comme les médicaments, ils doivent être dispensés uniquement en pharmacie pour la traçabilité, pour la maîtrise aussi du prix. Les stents coûtent 700 € en Europe. Au Maroc, elles dépassent les 12 000 dirhams, mais avant, c'était 50 000 dirhams. Wow. Les prothèses, une prothèse de 1 000 dirhams, elle peut coûter 8 000 dirhams et le patient ne voit même pas sa couleur. Ça se passe entre médecins et fournisseurs. Est-ce que les conditions de stérilité sont respectées? Quand on voit même les seringues, même les intranules qui coûtent une intranule, un perfuseur, c'est rien, ça coûte 10 dirhams. Mais si on ne respecte pas les conditions de stérilité, ça peut faire foirer des dépenses de millions de dirhams, de milliers de dirhams, avec le meilleur chirurgien qu'il y a. Si le dispositif n'est pas stérile. Si la chaîne de stérilité. Et ça coûte à qui? Donc, l'engagement du pharmacien dans le
parcours de soins, dans l'éducation à la santé, dans l'éducation thérapeutique et l'incitation par des rémunérations ne peut qu'être bénéfique à tout le système de santé dans un rôle de complémentarité entre tous les professionnels de santé. Madame Moutaoukil, merci beaucoup. Un dernier mot, je vous laisse, Abdelmjid Belhaïch, je ne vous ai pas oublié, mais je vous laisse peut-être clore ce débat sur certaines recommandations et peut-être les prochaines étapes pour revoir le rôle de cette profession dans la refonte, parce qu'il s'agit aussi de cette refonte de système de santé. Je vous laisse finir, Siblech. Oui, alors on ne peut pas concevoir une refonte du système de santé avec généralisation de la couverture sanitaire universelle sans le pharmacien. Et on va faire un peu d'histoire. La France a connu il y a 2 décennies un déficit de la sécurité sociale qui était très important. Et comment il a pu le régler? Le droit de substitution, bien sûr, mais aussi un certain nombre de missions sanitaires qui étaient données aux pharmaciens, ce qui a permis d'alléger la facture pour les caisses de l'assurance maladie. Donc, demain, il va y avoir plus de 22 millions de Marocains qui vont être inclus dans le système de santé, avec des besoins, et pour certains, des besoins énormes en produits coûteux, tels que les anticancéreux. Et là, on touche à la 4e tranche de médicaments, la T4, des produits supérieurs qui commencent à 2100 dirhams et qui vont jusqu'à 130 000 dirhams, 13 millions de centimes par boîte. Ces médicaments, aujourd'hui, n'existent pas dans les pharmacies. Il y a, dans une grande ville comme Casablanca, il y a 3 ou 4 pharmacies qui monopolisent ce marché des produits anticancéreux coûteux. Pourquoi ils n'existent pas dans la pharmacie? Parce qu'aucun pharmacien n'est assez fou pour faire venir ces produits aussi coûteux où il n'y a qu'une marge de 400 dirhams fixe. Donc déjà, il faut revoir cette marge. On peut proposer 5% de marge, on ne peut pas faire le 33 ni les 29,7, mais quand même une marge qui permet qu'il soit proportionnelle au prix du médicament. Donc une marge fixe sur le prix du médicament. Sur les T4, les T3 et les T4. D'accord. Quand vous prenez un produit, l'Imbruvica, qui coûte 90 000 dirhams, cette marge de 4% ne représente que 0,44%, ce qui est inconcevable. Le pharmacien a peur que si jamais le produit se périme ou se perd, il va perdre un chiffre d'affaires énorme. Il ne peut pas. Or, nous avons besoin que tous ces produits soient dans la pharmacie et mis à la disposition des patients en tiers payant, c'est-à-dire le pharmacien, il arrive, il prend son médicament, il ne paie que le reste à payer, ou bien, vu que certains produits de maladies chroniques ils sont à 100%, il prend son médicament, il s'en va. Après, c'est l'assurance maladie qui règle le problème. Et ça, c'est très important. Il va falloir revoir énormément de choses dans le décret de fixation du prix de médicaments, qui est, excusez-moi du terme, plein de conneries. Et malheureusement, la mise en place de ce système a fait que les pharmaciens ont été roulés dans la farine. On leur a dit, votre marge va passer de 30% à 33,9%. Et malheureusement, ça s'est fait que sur la première tranche des médicaments inférieurs à 300 dirhams. Le temps de l'émission est malheureusement écoulé, messieurs, dames. Je sais que le sujet est passionnant et qu'il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps de l'émission est dépassé même de quelques minutes. Merci beaucoup, Sib Belhaïch. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, professeur Zalim. Merci. Et à vous également, mes remerciements, Sadia Moutaoukil. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir rapprochés davantage de cette profession ô combien centrale dans cette refonte du système de santé. Nous allons certainement revenir au sujet après le second round de dialogue avec la tutelle. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.